Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Appel à l'expulsion de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine. Un appel lancé lors d'une table ronde organisée au Maroc en marge de la 14e édition du Forum Medays. D'anciens premiers ministres et ex-ministres des Affaires étrangères du continent y étaient présents. Les 40 ans au pouvoir du président camerounais Paul Biya, âgé de 89 ans, le chef de l'État était arrivé au pouvoir le 6 novembre 1982 après la démission de son prédécesseur Amadou Ahidjo. 4 décennies entre réalisation, crise, mais également chantier à venir. Et puis, focus sur les élections générales en Guinée équatoriale. Un scrutin prévu le 20 novembre prochain. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'ouverture ce 6 novembre de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Un rendez-vous majeur organisé dans la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte. Jusqu'au 18 novembre, dirigeants, chefs d'entreprise ou encore acteurs de la société civile plancheront sur des questions urgentes. Le financement de l'action climatique, mais aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre seront entre autres au cœur des discussions. Temps fort de cette première journée, le président de la COP26, Alok Sharma, a passé le flambeau à Sameh Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, qui prend ainsi la présidence de la COP27. Lors de la cérémonie d'ouverture, il a indiqué que cette conférence doit être la COP des actions concrètes. Notons que cette année, la température moyenne mondiale devrait être supérieure d'environ 1,15 degré à celle de la période pré-industrielle. Des données révélées ce 6 novembre par l'Organisation météorologique mondiale. Au Maroc, une table ronde était organisée ce 4 novembre en marge de la 14e édition du Forum Medays. Une table ronde placée sous le thème « L'Union africaine à l'aune de la question du Sahara marocain » et qui a réuni des anciens premiers ministres et ex-ministres des Affaires étrangères du continent. Durant cette réunion, ces personnalités ont appelé à l'expulsion de la République arabe sahraoui démocratique et de l'Union africaine. Cher Omar Kamara et Nathalie Mou. En marge du Forum international Medays qui s'est tenu du 2 au 5 novembre 2022 à Tanger au Maroc, d'anciens premiers ministres et des ministres en fonction ont, à l'issue d'une table ronde, lancé un appel à l'expulsion de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine. Les initiateurs de l'appel de Tanger ont réitéré la nécessité de respecter les principes du droit international, de la souveraineté et de l'indépendance des États africains. Nous suivons cette dynamique de vouloir renforcer l'Union africaine et nous pensons que l'RSD a été admis malencontreusement. C'était une erreur qui a été faite et nous avons aujourd'hui, en marge de la rencontre des Medays, nous nous sommes réunis et nous avons appelé aux pays africains d'engager un processus d'exclusion de cette institution, parce que c'est un précédent qui risque d'être fâcheux pour l'avenir du continent. La République arabe sahraoui démocratique, qui est membre de plein droit de l'organisation panafricaine depuis 1982, réclame un référendum d'autodétermination. Le Maroc, de son côté, rejette toute autre solution qu'une autonomie sous sa souveraineté. Après l'appel de Tanger, l'Institut Amadeus, organisateur du Forum Medays, recommande la rédaction d'un livre blanc à soumettre à l'Union africaine pour expliquer les raisons juridiques, politiques et administratives de ce choix. Pour le panafricanisme, pour le renforcement de l'Union africaine, nous ne pouvons pas accepter que des entités qui font de la séparation et du sécessionnisme et qui ne constituent pas des États soient au sein de cette organisation, parce que cela décrédibilise la totalité du fonctionnement de l'Union africaine. Pour les initiateurs, l'appel de Tanger s'inscrit dans la vision panafricaine durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine, à savoir une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale.
L'actualité, c'est aussi l'enrôlement de la jeunesse au sein de l'armée en République démocratique du Congo. Et depuis le 5 novembre, ils sont plus de 2000 jeunes à avoir rejoint un camp de formation dans la ville de Beni, situé dans la province du Nord Kivu. Des chiffres donnés par le colonel Ndakala Faustin, le directeur chargé du recrutement au sein de la 34e région militaire. Les jeunes ont ainsi répondu favorablement à l'appel lancé par le président Félix Tshisekedi. Dans un discours à la nation prononcé ce 3 novembre, le chef de l'État avait en effet appelé la jeunesse à s'organiser en groupe de vigilance face aux attaques perpétrées par les rebelles du M23. Une allocution durant laquelle il a par ailleurs réitéré ses accusations contre le Rwanda. Le dirigeant a accusé le pays de velléité expansionniste avec comme intérêt principal l'appropriation des minerais. Il accède à la magistrature suprême le 6 novembre 1982. Le président Paul Biya a célébré ce dimanche ses 40 années passées à la tête du Cameroun. 4 décennies marquées entre autres par cette volonté de consolider l'unité nationale. Un chantier qui se heurte toutefois à plusieurs obstacles, dont la crise anglophone qui touche le nord-ouest et le sud-ouest. Corinne Kamsefiem. Pour sa première prestation de serment le 6 novembre 1982, le président Paul Biya, technocrate, tout juste 49 ans, s'était engagé à conduire le Cameroun selon les options d'indépendance et d'unité nationale, de paix, de développement économique, social et culturel sous fond de libéralisme planifié, de développement autocentré et de justice sociale. Dans les années 80, la forte détérioration des termes de l'échange a compromis notre marche en avant. 10 ans plus tard, la crise économique et financière mondiale a brisé notre élan et ralenti notre croissance. Face à l'adversité, nous avons élaboré une stratégie de développement articulée en 3 temps. Les grandes ambitions, les grandes réalisations et les grandes opportunités. Le président Paul Biya a surtout conduit la transition démocratique, grâce à laquelle il a été réélu cette fois à la tête du Cameroun. De nombreuses années consacrées aussi à consolider les acquis d'unité nationale autour du bilinguisme d'un Cameroun marqué par son passé colonial. Cependant, les revendications séparatistes exacerbées en 2017 par des groupes extrémistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont réussi à fragiliser ce chantier. Pour expliquer cette crise, il a souvent été évoqué un sentiment de marginalisation qu'éprouveraient les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je voudrais à cet égard redire à nos compatriotes de ces régions, mais également à ceux des 8 autres régions du Cameroun, que la marginalisation, l'exclusion ou la stigmatisation n'ont jamais inspiré l'action des différents gouvernements que j'ai formés depuis mon accession à la magistrature suprême de notre pays. I have formed since I became president of our country. 40 ans au pouvoir, c'est aussi un leadership international constant du président Paul Biya, dont la diplomatie est marquée par la non-ingérence et le non-alignement. Des options qui garantissent au Cameroun des partenariats multiformes avec des acteurs de tous bords. En Afrique centrale, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram s'est véritablement structurée avec la mobilisation du Cameroun dans le bassin du lac Tchad. Et malgré l'inflation qui altère les conditions de vie des populations, le Cameroun est une véritable locomotive économique dans la sous-région. Cette conférence est importante pour l'Afrique centrale parce que le Cameroun représente en moyenne 40% du PIB de la sous-région. Et comme on dit, quand le Cameroun tousse, toute l'Afrique centrale sera réunie. Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mise en place des institutions et mécanismes prévus par la loi fondamentale, lutte contre la corruption, d'autres défis parmi les plus marquants auxquels s'est attaqué le président camerounais ces 40 dernières années. La rigueur et la moralisation qu'il avait instruit dans la décennie 80 ont conduit à une lutte acharnée contre la malgouvernance au travers de l'opération Épervier. Des chantiers à parfait et qui suscitent de nombreuses interrogations sur une éventuelle candidature de l'homme du 6 novembre, alors que la prochaine présidentielle devrait se tenir en 2025.
La Guinée équatoriale se prépare à l'approche des élections générales prévues le 20 novembre prochain. Le coup d'envoi de la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel a été donné ce 3 novembre. Plusieurs candidats sont en lice, dont le président sortant, Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo. À 80 ans, l'actuel chef de l'État est en quête d'un 6e mandat. Les précisions de Nathalie Mouf. En Guinée équatoriale, des élections combinées présidentielles, législatives et municipales anticipées se tiennent le 20 novembre 2022. Un contexte électoral marqué par une politique d'ouverture de ce pays considéré comme l'un des plus fermés au monde. En mai 2022, la Guinée équatoriale a accueilli un sommet de l'Union africaine consacré aux défis sécuritaires et humanitaires du continent. De plus, le pays qui a aboli la peine de mort en septembre 2022 présidera l'Organisation des pays producteurs de pétrole en 2023. Le pays essaie de s'ouvrir au monde extérieur avec les sommets et la participation à des instances internationales. Mais il ne faut pas oublier le fait que de multiples ONG dénoncent l'autocratie qui sévit en Guinée équatoriale. 3 partis politiques sont en lice pour les élections. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale PDGE au pouvoir, la Convergence pour la démocratie sociale et le Parti de la coalition social-démocrate, ex-allié du PDGE pour les élections du 20 novembre 2022. Le PDGE, pour se maintenir au pouvoir, a formé une coalition électorale avec 14 partis de l'opposition dite démocratique. La campagne électorale est en cours depuis le 4 novembre 2022 dans le pays. Le pouvoir tient les rênes de tous les compartiments de la vie sociopolitique et ensuite, même dans les législatives, on voit que le parti au pouvoir occupe pratiquement 99 des 100 sièges à la basse-cour. Le président Teodoro Obiang-Nguema a été investi candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale à la présidentielle le 23 septembre 2022. Il est en course pour un 6e mandat, perçu par des observateurs comme la fin d'un espoir d'alternance au pouvoir dans le pays. Le gouvernement a justifié l'anticipation des élections équato-guinéennes par le souci de réduire le coût du processus dans un contexte de fortes contraintes économiques, notamment l'instabilité du prix du baril de pétrole à l'international. Au Bénin, de nombreuses plaintes liées au système d'épargne dit Adogbe ont été signalées. Face à cette problématique, les autorités ont interdit l'activité de la collecte illégale de l'épargne et ce, sur l'ensemble du territoire national. En parallèle, une opération a été lancée afin de sensibiliser les populations à l'adoption d'une épargne formelle. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. Au Bénin, les déviances observées à travers l'exercice illégal de la tontine dite Adogbe en langue locale remet la question de la protection de l'épargne des populations, de l'éducation financière, de l'épargne formelle et de la finance digitale au cœur des débats de l'opinion publique béninoise. Face à la multiplication des plaintes liées à l'activité des collectes illégales de l'épargne Adogbe, enregistrées dans les commissariats de police, un arrêté interministériel signé par le ministre de l'Intérieur et celui des Finances interdisant cette activité illégale est en vigueur au Bénin depuis 6 mois. Dans la perspective d'accompagner cette décision gouvernementale qui vise la sécurisation de l'épargne, des acteurs de l'écosystème de l'inclusion financière multiplient les actions de sensibilisation à l'endroit des populations. Déjà, la Journée mondiale de l'épargne a pour objectif principal d'attirer l'attention des populations sur l'intérêt, les bienfaits et la nécessité de l'épargne. Et donc, si on arrive à atteindre cet objectif, c'est-à-dire de sensibiliser les populations, d'attirer l'attention sur la nécessité de l'épargne, les bienfaits de l'épargne, l'importance de l'épargne, c'est déjà le plus important. Maintenant, derrière, il faut également travailler à ce que les populations aillent vers l'épargne formelle. Parce que l'objectif, c'est déjà de développer tous les éléments de l'éducation financière. Et quand on parle des éléments de l'éducation financière, il n'y a pas que l'épargne. Il y a l'épargne, il y a la dépense, il y a la budgétisation et tout ça concourt à une inclusion financière. En dehors des enjeux liés à la sensibilisation des populations sur l'épargne formelle menée par les acteurs et institutions financières, l'écosystème de l'épargne fait face aux défis de la finance digitale. Cependant, des efforts sont faits en termes de digitalisation des paiements au niveau des services publics. Le pays dispose de 101 services financiers décentralisés SFD ayant l'agrément du ministère de l'économie et des finances. Ils opèrent au travers de 835 points de service. Nous avons du potentiel dans le secteur en matière de collecte de l'épargne. Il y a encore à faire, il y a beaucoup à faire et l'élément qui peut booster cela,
c'est la technologie, c'est l'utilisation de la technologie, l'utilisation de la finance digitale. Pour la promotion de l'épargne formelle et la finance digitale au Bénin, de nombreux experts préconisent le règlement de la question liée à la proximité des institutions financières des populations, la garantie et la sécurisation des épargnes, la modernisation des infrastructures des institutions financières. Aussi, l'accroissement de la sécurité et l'optimisation de la disponibilité de l'Internet dans le pays par l'État central. Comment valoriser davantage la pharmacopée africaine? La question était au cœur de la conférence régionale sur la protection et l'utilisation des inventions médicinales africaines dans les États membres de l'OAPI, l'Organisation africaine de protection intellectuelle. Une conférence qui s'est clôturée ce 4 novembre à Brazzaville. Autre enjeu de ce rendez-vous, réduire les importations de médicaments. Reportage de notre correspondant Neva Pantou. Selon un rapport de l'AFD et la CEA, entre 1998 et 2018, les importations de produits pharmaceutiques du continent ont augmenté, passant de 4,2 milliards à 20 milliards de dollars. Cependant, l'Afrique possède des atouts naturels importants, susceptibles de contribuer au développement de la pharmacopée locale et à la réduction des importations de médicaments. La protection et l'utilisation des inventions médicinales africaines s'imposent dans les États de l'Organisation africaine de protection intellectuelle. Le Congo est en plein dans le bassin du Congo où il y a beaucoup de flore et beaucoup de plantes. Et il est donc souhaitable que nous profitions de cette abondance pour pouvoir développer la pharmacopée africaine et donc les plantes médicinales, de telle sorte que la facture liée à l'importation des produits médicinaux soit réduite. Sur le terrain, le savoir traditionnel est exploité et présenté par les chercheurs africains, souvent de manière informelle. L'Afripi, en collaboration avec l'OAPI, tient depuis ce 2 novembre une conférence régionale sur la protection et l'utilisation des inventions médicinales africaines dans les États membres de l'Organisation africaine de protection intellectuelle. Objectif, explorer les défis liés à la valorisation des inventions ou innovations médicinales issues de la pharmacopée africaine. La mission de l'OAPI, c'est de protéger l'inventivité des Africains. Et en matière de médicaments, l'Afrique a besoin de compter sur ses propres ressources. Et nous avons l'avantage d'avoir une flore suffisamment riche, des savoirs traditionnels assez étoffés. Donc il s'agit pour l'OAPI de faire en sorte qu'en combinant ces deux moyens, les populations aient accès à des médicaments à des coûts accessibles. Cette conférence régionale qu'accueille la capitale congolaise jusqu'au 4 novembre vise à faire le point sur l'état d'avancement des stratégies mises en place en termes de recherche des approches de solutions appropriées pour la disponibilité et l'accessibilité des médicaments de qualité en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.